Salut à tous, ici Mathilde. En février dernier, on a tourné le premier épisode d'un tout nouveau format qui s'appelle Les vrais bails. L'idée, aller chercher des explications à des questions plus ou moins sérieuses. Et pour ce premier épisode, on allait dans le très sérieux, puisqu'on se demande si les espaces publics sont adaptés à tous, et surtout à toutes. Mais avec la crise du coronavirus et le confinement, on s'est dit qu'il valait peut-être mieux attendre un retour à la normale pour vous le partager. Le jour où on pourrait réutiliser les espaces publics par exemple. Mais ça, c'était avant qu'on comprenne que c'est quelque chose qui n'allait pas arriver avant plusieurs mois. Puis aussi, quand on a vu se multiplier les témoignages de femmes victimes de harcèlement de rue pendant le confinement, on s'est dit que malheureusement, ce sujet avait encore toute sa place dans la période actuelle. Alors voici les vrais bails numéro 1, j'espère qu'il vous plaira. En fait, quand je vais dans la rue, je me mets toujours en mode fight. Dès que je sors, je mets mes écouteurs et je fonce et je sais que j'ai un peu un visage assez fermé, entre guillemets. Dans les transports. Ce qui m'énerve énormément, c'est les hommes qui écartent bien leurs jambes. J'allais rentrer dans le métro et il y a un mec en fait qui m'a agrippé les seins. Quand tu comprends que quelqu'un te suit, t'es clairement en panique. Je n'ai jamais utilisé de terrain de foot ou de basket. J'adore le skate et la longboard, mais je ne suis jamais allée dans un skatepark. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai galéré pour trouver des toilettes alors que j'étais dehors, devoir quémander dans un bar, où on m'a souvent exigé de payer une consommation alors que mes potes mecs allaient se soulager contre un mur. Et de constater que mes amis vivent la même chose que moi et que mes amis n'ont pas ce genre de problème. À un moment, je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi ces galères? Est-ce que les villes sont vraiment adaptées à tous, mais surtout à toutes? D'où ça vient et que faire? Bienvenue dans le premier épisode des vrais bails et on va tenter d'y répondre. Pour commencer, on va faire un petit quiz. Quel pourcentage de rues porte des noms de femmes en France? 2%, 5% ou 10%? Combien de statues de femmes ont été érigées à Paris de 1870 à 2004? 24, 52 ou 103? À Paris toujours, combien de stations de métro portent des noms de femmes? 6, 10 ou 17? Comment ça s'explique? Tout d'abord, parce que globalement, l'histoire a évincé la mémoire des femmes. Puis ensuite, parce qu'elles ont été absentes pendant longtemps en politique, et donc dans les conseils municipaux qui sont chargés de l'attribution des noms de rue. Alors pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Parce qu'il illustre ce que constatent les géographes du genre, à savoir que les villes renforcent les inégalités entre les femmes et les hommes, et même en créent de nouvelles. Quand on regarde d'abord les mobilités, les usages entre filles et garçons, femmes et hommes, mais aussi les discours portés. Les filles et les femmes n'ont pas les mêmes droits, en tout cas le même droit à la ville qu'une grande majorité des garçons et des hommes. Ça se manifeste d'abord par ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité, hein, c'est-à-dire un espace physique d'abord et symbolique plutôt hostile aux femmes et aux jeunes filles, avec des signifiants incessants qui leur rappellent qu'elles n'y sont pas toujours les bienvenues. Ça contraint la mobilité et en tout cas ça oblige à avoir des stratégies, parfois même un renoncement. Mais du coup, comment ça se traduit dans les usages de la ville que font les femmes? On a tendance à dire qu'elles sont absentes de l'espace public, ce qui est faux. Contrairement à ce qu'on pense, les femmes et les hommes passent quasiment autant de temps à l'espace public. L'essentielle différence, j'allais dire, de mobilité des femmes et des hommes, qui sont dues donc à une structuration sociétale, c'est que les femmes y sont en mouvement, c'est-à-dire qu'elles sont légitimes dehors avec des espèces de buts de déplacement. Je pars du domicile, je vais à l'école, ou je suis dehors pour un usage, je vais faire mes courses, je marche, je me rends d'un point à un autre, avec toujours, j'allais dire, un cheminement, un trajet qui a un début et une fin. Les hommes peuvent être à l'espace public simplement pour ce qu'on appelle le chaland, quoi, c'est-à-dire pour profiter de l'espace. Donc s'y arrêter, avoir une pratique sportive, s'asseoir sur les bancs, y être sans avoir une injonction d'usage. Une étude réalisée à Bordeaux en 2012 a par exemple montré que les femmes réalisent 65% des courses d'approvisionnement et 75% de l'accompagnement des enfants et des personnes âgées ou handicapées. On voit que pour diverses raisons, les femmes et les hommes ont un usage différent de l'espace public. Mais qu'est-ce que ça donne au niveau de l'aménagement? Est-il adapté? On peut pas trop dire ça. Je suis une femme qui fait 1m58 et quand je suis dans le métro, avant,
je ne pouvais pas atteindre les barres qui étaient tout en haut. Donc il fallait en fait que je me faufile ou que je réussisse à me tenir à quelque chose. Et parfois en fait, je ne pouvais même pas me tenir. Pour les femmes ou pour les personnes enceintes ou des personnes avec des poussettes, enfin, rien n'est adapté, rien n'est fait pour qu'elles puissent se déplacer naturellement et sereinement, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a regardé ou aménagé l'espace public sans se poser la question des violences, du sexisme et de l'égalité entre les filles et les garçons et les femmes et les hommes. Mais ce n'était pas injuste. C'est juste que la stratégie, c'est de dire, bon, mais voilà, comment on va aménager au mieux pour que le gars qui sort de chez lui puisse aller au boulot, puisse se trouver un petit peu de loisir, un petit peu de plaisir avant de rentrer. Puisse d'ailleurs, c'est comme ça que c'est conçu. Les mobilités d'une grande majorité de femmes sont des mobilités contraintes sur des petits trajets, ce qu'on appelle le 1 km. On n'a pas pensé comment on allait asseoir les femmes, comment on allait les légitimer sur ces espaces-là. Et non, l'aménagement des villes n'est pas neutre. Et ça se voit particulièrement avec les équipements sportifs. On a dit, bon, ben on va faire des équipements, des city-stades, des skateparks, des boulodromes autrefois, ou des espaces de pratique sportive, dans laquelle la seule et unique chose qu'on fait comme usage, c'est ça. On a répondu finalement à des fixations plutôt de la population masculine sur les espaces publics, et des privatisations en oubliant les femmes et les jeunes filles dans ces espaces-là. Et aujourd'hui, c'est très difficile de dévoyer ces espaces. En fait, c'est souvent des espaces vides et qui ne sont pas réinvestis ou réappropriés parce qu'il n'est pas légitime, par exemple, je sais pas, de bronzer, de faire un pique-nique sur un city-stade ou un skatepark. Une étude conduite à Bordeaux toujours montre que 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes sont en fait destinés aux loisirs des garçons. C'est d'autant plus injuste qu'ils ont montré que les filles décrochent des activités de loisirs à partir de la 6e. Mais alors, pourquoi ces décisions sont prises en fait? C'est simple, ces inégalités entre les hommes et les femmes se retrouvent dans le mode de gestion des villes. En effet, peu de femmes se trouvent aux postes clés, que ce soit au niveau des élus, des architectes ou même des urbanistes. Mais surtout, il y a des effets pervers. Pour le géographe du genre Yves Rebaud, cela conduit à l'appropriation de l'espace public par les hommes, tandis qu'on relègue les femmes à l'espace privé. Conséquence, ça reproduit et renforce les stéréotypes de genre et ça valorise le modèle d'une masculinité hégémonique. Résultat, sexisme et homophobie sont au rendez-vous. Ça m'est déjà arrivé d'aller en soirée donc à prêter parce que c'est comme ça que je me sens bien et que j'avais envie d'y aller. Donc j'y vais avec une robe ou avec une jupe et je mets des talons. Mais je sais que là où je rentre, donc c'est la banlieue et je sais que je connais les groupes de personnes qui traînent vers la gare, tout ça. Et du coup, j'ai pas envie d'être embêtée parce que j'ai déjà été embêtée, j'ai déjà vu des amis être embêtés. Du coup, je prévoyais un jogging et des baskets dans un sac. Je me rappelle sur le quai du RER, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit « Ah, t'es trop belle, t'es une déesse nubienne tout droit sortie de la savane. » Et je l'ai regardé et j'ai dit « Mais je viens du 18e en fait. » Enfin... Pendant des années, j'avais 2 bombes lacrymo avec moi, une en forme de rouge à lèvres. Et en fait, après, j'ai fait des arts martiaux. Le cerveau apprend des erreurs. Et donc, j'ai fait l'erreur d'avoir été un peu trop insouciante à une époque. Et donc maintenant, je fais plus cette erreur en fait. Je suis toujours prête. D'après un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes de 2015, 100% des femmes ont été harcelées dans les transports en commun. Ouais, 100%. Et oui, on peut le dire. Les violences sexistes et sexuelles gangrènent l'ensemble de l'espace public et sont source d'un important sentiment d'insécurité et de peur chez les femmes. Par exemple, 86% des Françaises ont été victimes d'au moins une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue au cours de leur vie. Plus d'une Francilienne sur 3 dit avoir peur dans son quartier le soir, contre moins d'un Francilien sur 10. Et oui, ça pique. Et ça a un nom, le harcèlement de rue. Et le harcèlement de rue, c'est quoi concrètement? Selon le collectif Stop Harcèlement de rue, il s'agit des comportements adressés aux personnes dans les espaces publics et semi-publics, visant à les interpeller verbalement ou non, leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants et insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de l'orientation sexuelle. Et oui, tout ça. L'enquête Virage pour violence et rapport de genre a permis de mesurer pour la première fois les violences faites aux femmes et aux hommes dans tous les cadres de vie, dont l'espace public. Pour mieux comprendre tout ça et voir quelles sont les spécificités des violences envers les femmes dans l'espace public, on est allé interviewer Amandine Lebugle, qui a travaillé sur cette enquête. Les femmes ont déclaré plus de violences dans
avoir subi plus de violences dans les espaces publics que les hommes. C'est essentiellement de la drague importune, puisque c'est 20% des femmes donc âgées de 20 à 69 ans qui ont déclaré avoir subi ce type de comportement au cours des 12 derniers mois. Et les femmes, en fait, globalement, déclarent plus souvent des faits qui relèvent qui ont un caractère sexuel, que ce soit le fait d'avoir été suivi dans la rue, le fait d'avoir eu une main aux fesses, par exemple, etc. Et ça va jusqu'au viol. Ce qui joue beaucoup, c'est l'apparence physique. Et en fait, on voyait que les déclarations de violence étaient plus importantes chez les femmes qui se déclaraient très féminines, voilà, mais aussi très masculines. Et de la même manière pour les hommes, en fait. C'est plutôt les hommes qui vont se déclarer très féminins, être plutôt féminins, qui vont déclarer plus de violence. Elle a particulièrement travaillé sur les insultes et les résultats nous apprennent pas mal de choses sur les stéréotypes qu'on accole aux hommes et aux femmes. Pour les femmes, l'insulte la plus fréquente est salope, de traiter une femme de salope dans les espaces publics ou de pute, etc. Donc c'est un quart des insultes à l'encontre des femmes ont cette terminologie-là. Et puis pour les hommes, le contenu de l'insulte est différent puisqu'il se rapporte plutôt, donc c'est connard, etc. Donc c'est plutôt sur ses capacités intellectuelles mais aussi physiques. Ce que montre aussi cette enquête, et ce qui est flippant, c'est qu'il existe un vrai lien entre toutes ces agressions. Siffler une femme dans la rue, je ne veux pas la violer, c'est pas parce que je la siffle que je la viole. Et oui, alors je disais oui, effectivement, mais le problème, c'est que toute femme violée a été sifflée. Donc à partir de quand on fait, le lien, il est là, en fait. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, le continuum des violences, c'est-à-dire que ça commence par le fait d'être dragué, d'être interpellé dans la rue, et après, on ne sait pas trop vers quoi ça peut amener. On voit donc que cette culture masculiniste qui domine l'espace public a des conséquences concrètes sur les femmes. Ça donne des villes qui ne prennent pas en compte leurs besoins, mais c'est le cas aussi des personnes âgées, handicapées, racisées, LGBT, ou tout simplement les hommes ne correspondant pas aux stéréotypes de la masculinité hégémonique. Mais aussi, ça a des conséquences tout aussi concrètes sur l'intégrité physique et morale au vu du risque systémique d'agression et de violence. Pas fou comme bilan. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Libérer la parole est un premier pas, c'est ce qu'a fait Marie Laguerre. Souvenez-vous, la vidéo de son agression à l'été 2018 avait fait le tour des réseaux sociaux et nous avait plongé dans la réalité des violences que subissent les femmes au quotidien. Cette histoire, je pense en fait, elle n'a rien d'extraordinaire, elle n'est pas anecdotique. C'est quelque chose qui arrive tous les jours, en fait, à différents degrés. La seule différence, c'est qu'elle a été filmée. La scène a été filmée, moi j'ai pu récupérer la vidéo et j'ai pris la décision en fait, de la poster sur les réseaux sociaux après avoir porté plainte parce qu'en fait j'avais besoin d'exprimer ma colère. J'ai pas une seule amie qui n'a pas subi de violence, mais quelle qu'elle soit. Harcèlement de rue à bien pire ou moins pire. Et voilà, donc j'avais besoin en fait, d'exprimer que ces comportements-là, c'est des comportements qui sont fréquents, qui sont en fait systémiques et que c'est pas normal. Elle a décidé de transformer son histoire en un outil de lutte. Quand il y a eu toute la médiatisation, moi ce que je me suis dit, c'est je veux pas en fait que mon histoire ça reste un fait divers, quelque chose ça choque, on passe à autre chose. Je voulais vraiment en faire quelque chose de concret, de constructif, qui fasse vraiment avancer. Et donc en effet, j'ai demandé des conseils à d'autres militantes. Je me suis entourée et c'est ensemble qu'on a lancé du coup une plateforme qui s'appelle Nous Tout Harcèlement, qui en fait est une page où les femmes peuvent témoigner. Donc pas seulement de harcèlement de rue, en fait j'ai reçu des histoires qui vont d'épisodes d'expériences malaisantes, on va dire, jusqu'à des histoires d'inceste. On a reçu 1000 témoignages en une semaine. Elle vient de sortir un livre qui contient un manifeste et un manuel de la rébellion pour donner des outils de résistance et d'empowerment. Quand on se retrouve nous-mêmes dans une situation face à un homme qui nous harcèle, nous met tout simplement dans une situation inconfortable, déjà il n'y a aucune honte à fuir, tracer sa route. Ça peut être aussi mettre des écouteurs, mais on n'est pas obligé de mettre de la musique. Moi ça m'arrive des fois de mettre mes écouteurs pour faire semblant, mais de ne pas mettre de musique pour rester alerte de ce qui se passe. Personnellement, ma solution préférée, c'est d'appeler une amie. Si on a besoin d'aide, ne pas hésiter, par exemple dans les transports en commun. Souvent, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'il y a un effet un peu de foule où personne ne réagit. Et donc ne pas hésiter à faire appel à une personne particulière. Mais en tout cas, je pense que ce qui est très très important à préciser, c'est que la meilleure juge de la situation, c'est nous-mêmes. Et que personne n'a à nous culpabiliser d'avoir soit fui, soit hurlé.
Peu importe ce qu'on fait, en fait, on était la meilleure personne à savoir ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Lors de notre conversation, elle m'a expliqué aussi l'importance d'obtenir justice dans le processus de construction et déplore que beaucoup de victimes n'y aient pas accès. Mais où en est la loi en fait ? Depuis le 1er août 2018, la loi sur les violences sexistes et sexuelles a créé une infraction qu'on appelle d'outrage sexiste qui sanctionne le fait d'imposer à toute personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée en son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Les coupables peuvent écoper d'amendes allant jusqu'à 3 000 € si récidive. Mais cette loi, avant et depuis sa mise en place, fait débat chez les féministes et les associations, notamment parce qu'elle nécessite qu'un policier constate un flagrant délit pour verbaliser, ce qui la rend de fait difficilement applicable. Beaucoup, comme le collectif Stop Harcèlement de rue, plaident pour une véritable politique de prévention, d'éducation et de formation à tous les niveaux pour lutter efficacement contre ce fléau. Lutter contre les violences est une chose, mais on peut agir aussi au niveau de l'urbanisme et des politiques de la ville pour la rendre plus inclusive et égalitaire. Et là, on est place du Panthéon pour voir comment ça peut se mettre en place concrètement. Est-ce que l'espace public est inégalitaire? Oui. Dès lors qu'on a posé cette question-là, on peut commencer à réfléchir à des solutions. Et les solutions, elles sont immenses, c'est-à-dire qu'on peut tout faire. On peut travailler sur le mobilier, on peut travailler sur les circulations, on peut travailler sur les organisations sociales. C'est en général un ensemble de choses qui vont se mixer. C'est-à-dire que l'urbanisme tout seul ne suffira pas. Du coup, on va aller voir ça ? Oui, allons-y. Tout le travail qui a été fait à la demande de la mairie de Paris, ça a été de revisiter cette place, de la réanimer, de la rendre en fait au public. Tout ça, ça fait l'objet de tout un travail où on a fait des ateliers avec les personnes, on leur a demandé de s'exprimer sur leurs besoins. On a travaillé avec les équipes, avec l'architecte, avec les paysagistes, sur l'implantation du mobilier, sur la typologie de mobilier, c'est-à-dire de faire des choses très diverses pour répondre à tous les besoins en termes d'usage. C'est pour ça qu'on a des plateformes avec des formes différentes. Là, par exemple, derrière, on a une plateforme qu'on appelle la vague. Ici, vous avez des bancs qui sont des bancs en recto-verso. Les bancs de granit qui sont disposés avec des rythmes qui peuvent être différents, de façon à ce qu'on puisse y être soit seul, soit à plusieurs. Les bancs ont aussi quelque chose de particulier, c'est que dès qu'on a su qu'on avait ce travail sur la place du Panthéon, il était évident qu'il fallait qu'on rétablisse le rapport symbolique. On a comme ça défini 200 noms de femmes. Pour l'instant, il y en a 150 qui ont été gravés et les 50 autres seront gravés au fil du temps. On a 3 prénoms sur cette place qui représentent à elles-mêmes des groupes entiers qu'on aimerait voir se réduire, qui sont un prénom qui représente une femme qui est morte à la rue, un prénom qui représente une femme qui est morte pendant la migration et qui s'est noyée en Méditerranée, et un prénom qui représente une femme qui est morte sous les coups de son ex-conjoint. Bonne nouvelle, les villes prennent de plus en plus conscience de la nécessité de mettre en place des projets plus égalitaires. Une autre solution que préconisent Yves Rebaud et les géographes du genre pour y parvenir, le gender budgeting. Ce qui veut dire intégrer le genre dans les budgets publics afin de savoir si le projet va bénéficier aux hommes ou aux femmes afin de rétablir l'équilibre. Mais c'est aussi favoriser une meilleure participation de toutes les populations aux décisions. Merci d'avoir suivi ce premier épisode d'Evryby, j'espère que vous avez trouvé ça cool et instructif. Si vous avez envie d'en savoir plus, on vous met quelques sources en bas en description. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les futurs épisodes. N'hésitez pas à commenter et à nous laisser vos envies de sujets. À bientôt! Yes.